Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Je reçois cette semaine Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et sénateur Les Républicains de la Vienne. Avec lui, nous allons parler de ce qui agite le monde politique. Je veux bien sûr parler de l'affaire Fillon et des emplois présumés fictifs et bien sûr les conséquences pour la campagne présidentielle. Nous parlerons également des législatives et des candidatures dissidentes qui fleurissent à droite dans la Vienne, la réforme territoriale et la création de Grand Poitiers, un géant qui pèse désormais 40 communes et 200 000 personnes. Le département de la Vienne, bien sûr, y survivra-t-il? Enfin, nous prendrons des nouvelles de l'Institut Robuchon à Montmorillon. À quand l'ouverture de l'école de la gastronomie, 2018 ou 2019? La réponse du principal intéressé donc durant cette émission. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour, Merci bonjour à tous. d'être avec nous sur ce plateau de Dimanche en politique. Je vais vous faire écouter un extrait justement pour rentrer dans le dur de cette émission. Pénélope Fillon, interview au Daily Telegraph, envoyé spécial, c'était jeudi. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication. En 15 secondes, Jean-Pierre Raffarin, commentaire sur ce que vous avez entendu. Tout peut être dit dans ce qu'on vient d'entendre ou pas? Écoutez, cette affaire est extrêmement douloureuse. D'abord douloureuse pour la famille Fillon, douloureuse aussi pour tous ceux qui ont cru en l'alternance avec François Fillon. Et donc, nous devons nous battre, nous combattre pour faire en sorte que le projet d'alternance soit toujours une perspective pour la France. Beaucoup de gens ont été choqués. Donc, il y a aujourd'hui un grand témoin. Cette séquence-là, elle embarrasse enfin, moi, très franchement, je trouve que j'aime pas beaucoup qu'on s'attaque à la famille de l'homme politique, qu'on s'attaque à l'homme politique, que l'homme politique réponde, mais qu'on aille chercher sa femme, qu'on la cuisine, surtout sur des images de 2007, dans un autre contexte, dans une langue étrangère. Très franchement, je trouve que c'est beaucoup. Moi, je préfère l'homme politique, il doit se battre. On accuse des hommes politiques, il doit pouvoir se défendre, mais qu'on protège quand même la famille. Alors justement, parlons de l'homme politique, Jean-Pierre Raffarin. Pourquoi n'apporte-t-il pas les preuves de son innocence, tout simplement? Parce qu'il les a, je crois, apportées à la justice et qu'il attend, il a demandé 15 jours parce que c'est le délai qu'il pense nécessaire à la justice pour prendre sa décision. Il a le sentiment d'avoir apporté les éléments d'information. Donc il y a deux principes aujourd'hui qu'il faut toujours rappeler en toutes circonstances, même quand c'est douloureux, mais quand c'est difficile. Premièrement, c'est que c'est à la justice de faire son travail et nous devons la respecter sans la condamner, sans l'accuser en préalable. C'est à la justice de dire les choses. Et puis d'autre part, tant que la justice n'a pas dit, chacun est présumé innocent. C'est ça les principes de notre droit. Donc respectons cela. En attendant le temps de la justice, vous en avez connu des campagnes présidentielles et électorales, Jean-Pierre Raffarin. Vous savez très bien ce que c'est la communication politique, justement. Pourquoi, justement, vous dites qu'on va attendre le temps de la justice, mais est-ce qu'il y a une faute, une stratégie ou un manque de stratégie de communication dans la stratégie de François Fillon? Je pense qu'une tempête comme ça, c'est très difficile, évidemment, à gérer. J'imagine que dans notre histoire, il y a eu assez peu de cas comme celui-ci. Il y en a quelquefois, on a vu dans les élections présidentielles précédentes, mais c'est quand même très difficile. Donc, je pense que François Fillon est lui-même très, très secoué. Et je pense à tous ces militants, à tous ces sympathisants qui ont voulu, qui ont cru, qui se sont engagés pour cette bataille et qui ont pris aussi le choc de manière frontale. Je dis simplement, ce qui compte, c'est la capacité à changer dans ce pays et à redresser le pays. Je reste convaincu que les élections du mois de mai prochain sont vraiment la dernière station avant le populisme, avant les tensions. Et donc, il faut réussir l'alternance. Et j'espère qu'on va surmonter toutes ces épreuves de manière la plus unitaire et la plus juste possible. Alors vous êtes ici chez vous, dans le Poitou, justement, on va entendre justement des militants, parce qu'on sait que l'onde de choc de cette affaire se fait sentir dans le Poitou avec les militants et les responsables politiques de votre famille. Voyez ce reportage d'Élodie Gérard et Stéphane Bourin et on en reparle après. Michel Viplier a 50 ans de gaullisme derrière lui. Un militant de la première heure, aujourd'hui en colère. Il souhaite que François Fillon renonce. Qu'est-ce qui me met en colère? Si vous voulez, il est évident le fait que finalement François Fillon n'est pas aussi blanc qu'il voulait le faire paraître, le laisser paraître. Il est certain que ces histoires d'argent, si vous voulez, sont une déprime pour moi. J'entendais ce matin également que Pénélope Fillon, sur une radio en langue anglaise, aurait dit que finalement elle n'avait jamais trop travaillé pour son mari. Je ne comprends plus et si vous voulez, à titre de citoyen, je n'admets pas. Thibaut Duval, lui, est à la tête des jeunes républicains de la Vienne et du haut de ses 21 ans, il veut encore y croire.
Il dit qu'il n'a rien à se reprocher, je lui fais confiance. Alors oui, beaucoup de témoignages arrivent, à la justice d'éclairer de cette affaire, de démêler le vrai du faux. Si je suis étudiant en droit, c'est pas pour vilipender la justice, donc je laisse cette affaire de côté, je regarde forcément avec intérêt ce qui se passe, mais je préfère ne pas me détourner de l'essentiel, qui est l'alternance. Pour Pierre Faure, en revanche, le cœur n'y est plus. Après 5 ans de militantisme, c'est décidé, il ne renouvellera pas son adhésion. Oui, j'ai honte de faire partie de ce parti parce que François Fillon s'est quand même fait élire avec comme seul argument, moi c'est le seul que j'ai entendu, comme quoi c'était quelqu'un d'irréprochable, quelqu'un qui avait aucune casserole, qu'on pouvait lui faire confiance, que lui il avait toute son intégrité. Et au final, qu'est-ce qu'on apprend? Bon, le hasard des choses fait que c'est avant la présidentielle, mais bon, ce qu'on apprend c'est que c'est peut-être l'un des pires, parce qu'être accusé quand même d'emploi fictif, c'est de l'argent public. Avec sa femme, et visiblement il n'y a pas que sa femme, il y a plein d'autres histoires qui remontent maintenant, je ne trouve pas les mots, c'est dégoûtant. Pro ou anti-Fillon, ces 3 militants suivront avec beaucoup d'attention les prochains jours de cette campagne. Retour dimanche en politique avec Jean-Pierre Raffarin. Que dites-vous à vos militants, justement, vous les avez entendus, aux petites mains qui battent la campagne, ils en prennent plein la figure, non? Je comprends, on en prend tous plein la figure, je les comprends. Mais je leur dis que dans cette épreuve, qui est une épreuve donc pour nous tous, il faut avoir quelques repères. Et le repère seul dans lequel on peut avoir confiance, c'est une décision de justice qui arrive le plus vite possible et qui dise la vérité et qu'on s'y tienne. Donc pour le moment, on est obligé d'entendre ce que dit François Fillon. Et donc, il vous réclame 15 jours. C'est possible, ça, d'attendre 15 jours? Je pense que c'est ce que nous lui avons accordé. Les parlementaires qu'il a réunis étaient tous d'accord pour dire que c'est à la justice d'arbitrer cela. Donc lui, il peut prendre les décisions qu'il veut. Mais pour le moment, nous avons fait une primaire où il y a eu plus de 4,5 millions de votants. Cette primaire, vous savez bien que François Fillon n'était pas mon candidat. Moi, je soutenais Alain Juppé. Mais je respecte les règles. 4,5 millions de personnes se sont déplacées pour voter pour François Fillon. François Fillon nous dit qu'il est innocent. Les médias nous disent qu'il ne l'est pas. Et donc, on demande à la justice d'arbitrer. Tant que la justice n'a pas arbitré, soyons prudents et réservés. J'ai tellement vu en politique des retournements, des renversements, que je suis très prudent. Et donc, moi, je dis simplement, respect du droit, rien que le droit, mais tout le droit. Jean-Pierre Raffarin, dans le calendrier politique de la semaine prochaine, on l'annonce à Poitiers, 9 février, vous le confirmez? Oui, il nous a demandé à venir à Poitiers dans le cadre de sa campagne. Et donc, on ne s'est pas cru devoir lui dire non. Et donc, il est clair qu'il veut s'expliquer et que nous allons faire un grand rassemblement où il va venir s'expliquer. Il va dire ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a dans les tripes. Il va nous dire un peu son projet, là où il en est. Il va nous dire sa vérité. Et ensuite, on attend la décision de justice qui arbitrera entre les différentes vérités. On reconnaît Jean-Pierre Raffarin, table. humaniste, prudent. Certains parlementaires sont déjà passés à la séquence suivante. Je vous propose justement d'ailleurs d'entendre 2 parlementaires, Georges Fenech et Philippe Gosselin, d'ailleurs, qui sont soutiens de Sarkozy et d'Alain Juppé. Je pense qu'aujourd'hui, les primaires sont caduques parce qu'un événement imprévisible vient de se produire. À l'heure actuelle, notre famille politique n'est plus en mesure d'affronter ces échéances nationales. J'invite très officiellement Alain Juppé à réfléchir, à se poser la question et le cas échéant à se positionner. Et je lui dis que nous sommes prêts. Ils sont prêts, vous, pas de plan J, pas de plan B. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Je pense que plus il y a de tempêtes, plus il faut être correct et respecter un certain nombre de principes. Ils ne sont pas corrects actuellement, là, ces deux parlementaires. Je pense que c'est à la justice de nous dire la vérité, ce n'est pas à chacun d'entre nous d'avoir notre appréciation. Donc chacun peut avoir sa conscience, penser ce qu'il veut, mais collectivement, nous devons respecter un certain nombre de principes. Et de toute façon, s'il doit y avoir des initiatives qui sont à prendre, elles ne peuvent être prises que postérieurement aux décisions de François Fillon. Donc c'est François Fillon qui a été choisi pour être candidat. C'est lui qui nous demande aujourd'hui 15 jours pour faire établir sa vérité et faire reconnaître sa vérité par la justice. Ça ne remettra pas en cause le tempo de la campagne. Nous devons respecter ce qu'il nous demande. D'ici là, continuer à préparer notre projet. Et puis, nous verrons bien ce qui sera arbitré. Mais faisons les choses très correctement. On a une légitimité qui est celle des primaires. Si François Fillon décide de faire autrement, nous déciderons, nous, tous ensemble. Pour résumer et clore ce chapitre, pour l'instant, on fait le dos rond, on ne bouge pas. C'est ça, si je vous comprends bien? Pour le moment, dans les tempêtes, il faut rester solidaire. Et au fond,
il faut faire très attention à l'opportunisme. Et c'est pas forcément aux médias, avec le respect qu'on leur doit, de nous faire notre actualité. Nous avons eu des procédures. Nous devons aujourd'hui faire face à de nouvelles procédures, celle de la justice. Eh bien, quand la justice se sera prononcée, nous adapterons éventuellement nos procédures. Mais pour le moment, c'est le pacte autour de notre candidat, autant de candidats qui restent légitimes, désignés par la primaire. Alors cette situation, Jean-Pierre Raffarin, est tellement énorme qu'elle éclipse l'affaire des caisses occultes du Sénat. La semaine dernière, l'ancien sénateur des Deux-Sèvres que vous connaissez, André Dulay, a été mis en examen pour détournement de fonds publics, tout comme 5 autres sénateurs, l'ancien ministre et ex-président du groupe UMP au Sénat, Henri Drincourt. Cette pratique, dit-il, existait au vu et au su. Vous nous le confirmez, Jean-Pierre Raffarin ? Écoutez, ça, c'est une instruction qui date depuis plus de 5 ans. Oui. Vous voyez, quelquefois, la justice va très vite et quelquefois, elle va très lentement. Donc, ça vous étonne, d'accord, d'ailleurs ? Je trouve que ça fait plus de 5 ans qu'on entend parler de cette affaire. Donc, ce qui est saisi par la justice, moi, je respecte la justice. Et donc, à la justice de dire les choses. Et donc, je pense que c'est bien que la justice puisse se prononcer sur cette affaire. Je préfère que la justice se prononce plutôt qu'on ait des insinuations des uns des autres et que tout ça sert dans les campagnes électorales. Bon, une fois que la justice dise ce qu'il en est, point final. En ce qui vous concerne, vous, sénateur, vous n'avez jamais reçu d'argent de l'Union républicaine du Sénat, dont le trésorier, justement, était André Dulay. Non, mais ça, l'Union républicaine du Sénat, c'était... Enfin, l'URS. Écoutez, moi, je suis membre de l'UMP. Et donc, c'est à l'UMP, quand je suis rentré au Parlement, je suis rentré dans une structure qui était, à l'époque, les Républicains indépendants. Et quand ensuite je suis revenu au Parlement, c'était l'UMP. Donc, je n'ai pas connu les situations intermédiaires dont vous parlez. Évoquons justement les législatives à présent. Depuis la victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre, un vent de fond de souffle dans la Vienne. Des voix s'élèvent pour contester la légitimité des candidats choisis par le Bureau national et la commission d'investiture. Avant justement de vous entendre sur ce sujet, je vous propose d'entendre la voix de ces contestataires que vous connaissez bien, Jean-Pierre Raffarin. Un reportage de Sandrine Leclerc et Thomas Chapuzot. Dolores Prost a décidé de ne plus regarder en arrière. Elle s'est mise en congé de son parti Les Républicains après plus de 30 ans de militantisme à droite et a choisi d'entrer en dissidence. Je suis candidate sur la 2e circonscription, que je connais depuis fort longtemps. C'est une décision qui, pour moi, est naturelle parce que je soutiens François Fillon déjà depuis très longtemps. Et moi, je suis plutôt une candidate de conviction et non pas une candidate de circonstance. Dolores Prost a été l'une des rares dans la Vienne à soutenir François Fillon lors de la primaire de la droite. Elle était même sa référente dans le département. Au soir de sa victoire, elle s'est sentie légitime pour candidater. Mais finalement, c'est Olivier Chartier, proche de Jean-Pierre Raffarin, qui a été investi par le parti. Je pourrais dire de la déception, mais en réalité, je suis quelqu'un de lucide, donc je ne suis pas surprise de cette décision sur ce département. Je la regrette. Il y a des systèmes qui ont perduré. Et là, effectivement, le système a perduré. Et moi, j'ai le courage, en tout cas, de marquer ce constat. Olivier Chartier, par ailleurs président de la commission des finances au Conseil régional, n'a pas souhaité réagir devant nos caméras, mais il s'est exprimé par texto. Je vous parlerai volontiers à l'occasion de ma campagne qui est prête, mais je ne commenterai pas cette candidature, ni celle des autres. Et ce n'est pas la seule dissidente dans la Vienne. Gérard Herbert, maire de Chauvigny, est candidat malgré l'investiture d'Enguerrand de Lannoy dans la 3e circonscription. Dans les 2 autres, c'est encore le flou. La campagne risque d'être animée. Dimanche en politique, ce dimanche justement avec notre invité Jean-Pierre Raffarin sur ce plateau. Je vous pose la question de manière assez triviale. C'est qui le patron dans la Vienne, Jean-Pierre Raffarin ? C'est l'électeur. Bon, ça, c'est toujours un peu comme ça dans les élections. Ce que nous avons voulu, c'est d'avoir un renouvellement dans la Vienne. Et on présente des jeunes. Olivier Chartier, Enguerrand de Lannoy, et peut-être on verra ce que fera l'UDI dans le nord du département avec Véronique Ablin. Il n'y a pas un peu de vérité dans ses propos, dans ce qu'elle vient de dire Marie-Dolores Prost ? Elle dit que c'est un système. Enfin, en fait, c'est le renouvellement. On choisit des jeunes qui n'ont pas 40 ans, qui ont vraiment une mais capacité... Elle est filloniste, elle dit finalement, moi j'ai fait une campagne pour mon vainqueur. Elle dit, mais le système, elle était au RPR, elle est dans le système politique depuis très longtemps, je la respecte beaucoup, c'est quelqu'un de très très bien. Mais justement, ce que nous voulons, c'est une nouvelle génération. Et donc moi, mon travail, c'est de permettre à des jeunes de pouvoir arriver. Donc je suis vraiment très heureux qu'on ait pu investir les plus jeunes. C'est eux qui feront l'avenir de ce département. Et c'est ça la clé. Mais je voudrais vous dire une chose.
c'est que si vous regardez bien aujourd'hui la situation politique, pour être au second tour, il faudra faire 20-25%. S'il y a 2 candidats de la droite et du centre, personne de notre camp sera au second tour. C'est vrai donc dans le Mont Mayennais, c'est vrai aussi suicidaire en Poitou. Je pense que 2 candidats, si on a 2 candidats, on ne sera pas au second tour. Il est clair aujourd'hui, il suffit de regarder le paquet de M. Mélenchon, vous regardez le paquet socialiste, vous regardez le paquet de M. Macron, vous regardez le paquet du Front National, et vous voyez que dans notre paquet, grosso modo, il faut 20-25% pour être au second tour. Madame Le Pen est à 25%, probablement au moins. Donc il faut avoir un seul candidat. Donc moi je suis pour l'unité et le renouvellement. Je comprends qu'il peut y avoir des ambitions. C'est des rancœurs ? C'est des ambitions anciennes, je comprends très bien et je respecte tout cela, mais moi je veux du renouveau, je veux vraiment des têtes neuves, des têtes nouvelles, avec vraiment une forme de jeunesse, de caractère et d'ambition, et surtout des gens qui font l'unité. C'est la commission d'investiture, avec les fillonistes, avec les sarkozystes, avec les juppéistes, avec tout, qui a désigné ces jeunes ont la légitimité de la famille, laissons-leur leur chance. Alors donnez-nous des noms justement de jeunesse, 4e circonscription, celle de Châtellerault. Vous nous confirmez que ce sera l'UDI qui sera à la tête de cette circonscription, Véronique Abla, pour ne pas la nommer ? Nous verrons, les négociations ne sont pas achevées, mais il est fort probable que... Ticket, Abelin, Bruno Belin, c'est crédible ? Ça, nous verrons. On n'a pas encore donné les investitures pour cette circonscription, donc on ne peut pas encore parler vraiment de ticket. Nous verrons ça le moment venu. Il est clair que Bruno Belin peut jouer un rôle très important, non seulement dans cette circonscription, mais dans les autres aussi. De mon point de vue, aujourd'hui, il est trop tôt pour arbitrer cette négociation. Quand ça se fera alors ? Je ne sais pas, c'est dans le rythme actuel des négociations. En tous les cas, ça a pris du retard avec l'affaire Fillon, non ? Voilà, c'est ça, mais c'est peut-être une quinzaine de jours ou quelques jours de plus, mais guère plus. Et tout ceci se fait dans une bonne entente parce que je vous dis, l'unité, plusieurs candidatures, c'est l'échec. Donc il nous faut une unité de candidature. Et donc, je pense que Véronique Abelin, par sa jeunesse aussi, correspond à cette dynamique de la Vienne que nous voulons développer. Jean-Pierre Raffarin, depuis le 1er janvier 2017, il s'est passé un Big Bang territorial que personne n'avait envisagé il y a encore moins de 3 ans. Ce n'est pas la réforme des régions, mais bien la réforme des intercommunalités. Depuis le 1er janvier 2017, on ne dit plus Poitiers, mais Grand Poitiers, avec ses 40 communes, 200 000 habitants. Son président n'est autre que le maire, député-maire socialiste de Poitiers, Alain Claes. Voici ce qu'il nous disait le 16 janvier dernier. Il était l'invité du 19-20 de France 3 Poitou-Charentes. On l'écoute. Il est normal que nos concitoyens s'interrogent. Mais notre enjeu aujourd'hui, c'est de concilier l'attractivité, être plus fort sur ce territoire de la Nouvelle-Aquitaine et en même temps renforcer la proximité. Alors, on entend bien Alain Claes qui dit, bien sûr, à l'aune de la Nouvelle-Aquitaine, il faut bien que Grand Poitiers trouve sa place, mais on a bien compris, tout cela doit-il se faire au détriment du département de la Vienne, Jean-Pierre Raffarin ? Non, d'abord, on est bien conscient que tout ceci était probablement nécessaire parce que Poitiers a perdu son statut de capitale régionale. Et donc, à un moment où Poitiers perd son statut de capitale régionale, perd des services, perd des emplois, il fallait montrer que Poitiers peut grandir. Donc là, on a fait un élargissement de Poitiers sans création de richesses nouvelles. Il a réussi un bon coup politiquement, réussir à convaincre 40 communes. Enfin, on peut réussir des coups, ça. Mais moi, je vous dis ce qu'est la réalité, c'est qu'on a additionné des choses qui existent déjà. On n'a pas créé une ville de 200 000 habitants. On est allé chercher Chauvigny, Lusignan, et on a fait un grand espace. Vous voulez dire quoi ? C'est un artifice ? Non, mais pourquoi toujours polémiquer ? Mais c'est plus le ton, ça. Hein. Aujourd'hui, la communication moderne, elle est plus précise. Moi, ce que je vous dis là, c'est simplement que Poitiers était une capitale régionale et que pour essayer de rassurer les Poitevins, on a sorti un grand Poitiers, on est allé chercher Chauvigny, Lusignan, et de dire, voilà les nouveaux quartiers de Poitiers. Donc très bien, c'est très important. Moi, ce que je dis, je suis d'accord pour que Poitiers soit renforcé. Je suis d'accord avec Alain Claes quand il dit attractivité, proximité, ça me paraît être les deux axes principaux. Mais ce qui me paraît très important, c'est de penser à la ruralité éloignée. Ce que je crains, c'est qu'il y a une ruralité connectée. Je pense à Lusignan, justement, à l'arc Lusignan-Chauvigny. Cette ruralité-là, elle est connectée, elle va être encore plus connectée à la ville, à Poitiers. Et ça risque d'isoler
la ruralité plus éloignée. Cet effet, vous le prédisez, mais pour autant, est-ce qu'on imagine aussi qu'avec un Grand Poitiers, c'est des meilleurs services publics, c'est des impôts en moins ou pas du tout? C'est la garantie de quoi, finalement? Écoute, pour le moment, la grande région n'a pas généré des économies. Donc on verra. J'espère que le Grand Poitiers générera des économies. Mais vous voyez, moi, je vous parle aussi de cette périphérie dans la Vienne, de la ruralité la plus éloignée. Je pense aux Civraisiens, à Mauriennais, au Loudunais. Et tout cela, il est très important que cette ruralité ne soit pas isolée. Et donc, un département qui aurait une grande dynamique urbaine de 200 000 habitants et à l'extérieur, un arc qui serait un arc plus appauvri, plus en difficulté, ce serait dangereux. Donc moi, je souhaite que Poitiers et la ruralité peuvent s'articuler. C'était ça la mission du département. C'est pour ça que vous avez pris la tête de la présidence de l'attractivité pour la Vienne, ce qui permet en même temps de contrebalancer ce Grand Poitiers? Non, ce qui est très important, c'était de soutenir le département dans son unité entre l'urbain et le rural. Car dans la Vienne, un habitant sur deux habite en ville, un habitant sur deux habite à la campagne. Et donc, il faut protéger cet équilibre. C'est la vocation du département. Donc, je souhaite que le département ne souffre pas de cette urbanisation maintenant dominante. Vous n'êtes pas sûr que dans les 10 ans, le département... Je n'en suis pas sûr. En tout cas, là où je suis d'accord avec Alain Claes, c'est que l'attractivité, c'est la clé. Nous devons avoir des attractivités nouvelles, des activités qui viennent renforcer notre tissu, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique. Et en même temps, nous devons tendre la main au milieu rural. D'où la présidence de l'agence de l'attractivité que vous présidez, Jean-Pierre Raffarin. Vous annoncez des assises de l'attractivité en 2017. Ça correspond aux 30 ans du Futuroscope. C'est deux événements qui vont coïncider ou pas? Oui, tout ça est ensemble. Bon, moi, j'anime cette agence de manière très provisoire. J'ai voulu... Parce que vous parlez plus de Marc Poitou aujourd'hui que de la Vienne. On voit bien le glissement sémantique. Au fond, moi, j'ai accepté cette mission de manière très temporaire. Je ne suis pas destiné. Je souhaite qu'un élu du département puisse présider à l'avenir cette agence. J'ai simplement voulu finaliser le Center Park, mettre en place cette agence de l'attractivité et puis surtout aller jusqu'au dépôt du permis de construire de l'Institut Joël Robuchon. Je pense que c'est important pour un département comme le département de la Vienne d'avoir un outil d'agence avec les professionnels. Qu'est-ce que c'est qu'une agence? Une agence, ce sont les élus plus les professionnels, et notamment le Futuroscope, la Vallée des Singes. Elle aura lieu quand, calendrier pour les assises? Nous verrons, ce n'est pas encore fixé. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de nous accrocher à la dynamique du Futuroscope. Le Futuroscope, c'est quand même l'essentiel de l'attractivité de la Vienne. Nous sommes le pays du Futuroscope. On nous appelle plus maintenant le Poitou, en effet, que la Vienne, parce que le Poitou, c'est une adresse plus précise, parce qu'il y a Poitiers dans Poitou. Et dans Poitou, il y a Deux-Sèvres plus la Vienne, non? C'est pas ça? Ça élargit notre base, donc c'est meilleur. Mais le fond de l'affaire, c'est de bien nous accrocher au Futuroscope, qui reste notre locomotive. Et je félicite vraiment les équipes du département, les équipes de Dominique Hummel, parce qu'ils ont réussi à nouveau à faire du Futuroscope un outil, malgré 30 ans, plein de jeunesse et plein d'avenir. On va refermer cette émission justement par rapport à l'attractivité. L'Institut Robuchon, qui est donc sur les rails, et c'est votre bébé, Jean-Pierre Raffarin. Le projet était retardé d'1 an, et vous l'avez dit. Ouverture prévue donc automne 2019, c'est cela? C'est probablement cela. Nous verrons, les choses avancent bien. On a bien avancé avec le projet pédagogique, avec Joël Robuchon, l'école de Lausanne et un certain nombre de professionnels sur le sujet. Au point de vue financement, on a les partenaires clés. Au point de vue aujourd'hui dynamique du projet, les choses fonctionnent bien, le territoire est très mobilisé, mais naturellement, pas de blocage administratif. C'est un monument historique et donc il faut faire des fouilles, il faut faire des études, il faut s'occuper des peintures de la chapelle, il faut s'occuper de plein de choses, donc on nous demande beaucoup de contraintes. C'est un bâtiment qui n'a pas d'autre vocation aujourd'hui parce qu'on n'a pas trouvé depuis des dizaines d'années. Il est dans tous les cas à l'abandon depuis une quinzaine d'années, non? Voilà, et donc ce projet-là devrait nous permettre de lui trouver une dynamique. Ce qui est très important, c'est que Joël Robuchon est déterminé, qu'il se donne avec force à ce projet. Ce projet ira au bout, j'en suis convaincu. Il faut protéger vraiment cette grande ambition. Je remercie toutes les équipes de l'agence pour le travail qui est réalisé, également Bruno Belin et le Conseil général. Je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui sur de bonnes voies, mais comme tous les projets, il faut être vigilant surtout. Je vous ai au sommet de Center Park, les hauts, les bas, donc il faut rester vigilant. Vous avez poussé un coup de gueule il y a quelques mois, justement, en disant qu'il y avait quelques blocages, quelques freins administratifs. C'est toujours en cours. Oui, ça bloque où? C'est à
Poitiers ou à Paris? Je vais aller, c'est plutôt sur le terrain. C'est pas que ça bloque, c'est que les procédures sont assez lourdes et je vais demander au ministre de la Culture de pouvoir nous désigner un interlocuteur dont la mission sera de faire avancer le dossier pour qu'on puisse tenir les délais, parce que les investisseurs engagent leur propre argent sur un calendrier et quand on leur dit qu'on recule d'1 an parce qu'on n'a pas fait les fouilles nécessaires, parce qu'il faut rajouter tel ou tel travaux dans le permis de construire, ça les irrite un peu. Donc on est là pour mettre un peu de sagesse, de bonne humeur, mais on va y arriver. Vous serez au rendez-vous en 2019 justement pour pouvoir inaugurer cet édifice qui est magnifique. Jean-Pierre Raffarin, vous serez sur le terrain la semaine prochaine, politique, ça va être une semaine cruciale, ce sera ma dernière question. Oui, c'est une semaine très, très importante, puisque au fond, on va voir un peu où François Fillon nous conduit, quelles sont les conclusions qu'il tire de toute cette situation, quelle énergie il est capable de proposer à nouveau au pays. Donc nous sommes dans une période particulièrement difficile et en ce moment, je pense à tous ceux qui souffrent dans leur vie de famille, comme la famille Fillon, mais aussi à tous ceux qui souffrent, comme tous les électeurs, tous les sympathisants qui aujourd'hui sont dans une situation qu'ils n'ont pas souhaitée et qu'ils n'approuvent pas forcément. Donc il faut rester solidaire aujourd'hui. Ce qui compte, c'est la France et l'alternance. Merci Jean-Pierre Raffarin, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. La semaine prochaine, Dimanche en politique, spéciale législative Nouvelle-Aquitaine, avec ce thème: qui seront les visages qui nous représenteront les 11 et 18 juin prochains. En attendant, vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet n.a comme Nouvelle-Aquitaine, france3.fr ou pleuse.fr. Dans quelques instants, c'est l'information Poitou-Charentes, le midi pile. Passez un très bon week-end et à la semaine prochaine, 11h30.